Ouais, c'est parfait. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier les organisateurs de la journée. Alors moi, je suis un M9 pour ceux qui ne me connaissent pas maintenant, donc ça date un peu. Et de souvenir, je crois qu'on était la première promo à voir la naissance d'Ibigo et du Big Day, qui s'appelait pas le Big Day d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait la cérémonie de remise des diplômes. C'est un peu plus. Et donc je suis toujours content de voir que ça a persisté depuis toutes ces années et qu'aujourd'hui, ça n'a rien à envier à certaines conférences. Franchement, on est assez pro, on a des petites bouteilles d'eau, des petits coins salons. Oh, je casse tout déjà. Bref, alors, je vais vous parler d'extraction d'informations en particulier. Alors, je fais une petite carte, donc voilà, un peu de l'IA. Donc, pour faire court, en gros, moi, je travaille un peu sur les mêmes problématiques que Isabelle vient de vous présenter. Sauf que c'est plutôt appliqué au texte qu'à l'imagerie médicale. Je suis vraiment à l'intersection entre apprentissage automatique et représentation de connaissances, IA symbolique, etc. Donc voilà, merci si vous avez des questions. Je vais continuer, mais je vais essayer de faire rattraper un peu de temps, parce que grâce à mes collègues, il y a plein de slides qui n'ont plus trop d'intérêt. Donc je vais partir. Qu'est-ce que l'extraction d'informations ? Enfin, en tout cas, quelles sont les motivations à extraire automatiquement des informations de texte ? La problématique, c'est qu'on produit énormément de textes. Donc là, typiquement, moi, je travaille beaucoup sur les publications scientifiques de chercheurs en biologie ou en biomédical. Et ça devient de plus en plus difficile, avec le nombre de publications qui s'entassent et qui de plus en plus sont publiées chaque jour, de réussir à tout lire. Enfin, c'est impossible d'ailleurs. Donc on se dit, tiens, on aurait bien besoin d'un robot avec sa super capacité d'analyse à parcourir plein de textes et à nous analyser ce qui se passe dedans, ce qu'il y a comme information. Le problème, c'est que les données textuelles, c'est ce qu'on appelle des données non structurées, à la différence de données structurées. Donc là, par exemple, pour faire une donnée structurée, disons que c'est une sorte de petite base de données avec quelques informations dedans. Et à droite, voilà, j'ai un bout de texte. Et finalement, entre les deux, on exprime à peu près les mêmes informations. Mais maintenant, si je demande à un programme qui est un chien, juste avec quelques lignes de SQL, donc un langage formel, on arrivera à avoir une réponse sans ambiguïté sur qui est un chien. Par contre, si on essaye de lui demander ça sur des données non structurées telles que le texte, ça va être beaucoup plus difficile, parce que c'est très difficile à interpréter comme ça de base. Donc moi, vraiment, mon travail, c'est la recherche qu'on appelle méthodologique en extraction d'informations. Donc je ne fais pas vraiment des robots qui lisent des livres et qui tournent les pages, je fais un programme informatique. Et donc l'idée, c'est que ces programmes-là, ils sont spécialisés dans l'analyse de texte, qui vont transformer justement en données structurées pour qu'après on puisse les utiliser pour plein d'autres choses, plein d'autres applications après. Donc je vais faire un petit tour rapide de ce qu'on fait concrètement quand on fait de l'extraction d'informations. Alors les tâches un peu classiques, alors la première, c'est vraiment pas ma spécialité, mais la préparation de corpus, c'est l'idée de se dire que vous pouvez avoir des données manuscrites, non numérisées, il faut sélectionner des documents pertinents pour le problème que vous voulez vous poser, etc. Donc il y a tout ce travail de préparation en amont qui permet de rendre des documents analysables par un programme facilement. Et la première tâche vraiment d'extraction d'informations, pour moi, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'entité. Donc c'est de dire, voilà, on a une chaîne de caractères et on va essayer d'identifier quels sont les mots, pour parler comme ça, là, qui se réfèrent à des entités d'intérêt, par exemple. Donc là, par exemple, c'est un texte en biologie, voilà, on voudrait identifier à chaque fois qu'on parle de bactéries, qu'on parle de lieux géographiques ou d'habitat bactérien. Donc oui, la tortue est en particulier un habitat bactérien. Une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, et si j'essayais de savoir les relations que partagent ces entités. Donc là, par exemple, c'est de se dire, voilà, dans la phrase, finalement, on exprime que telles bactéries, elles ont déjà été trouvées en Géorgie ou dans des tortues. Et une autre tâche qui est un peu moins connue, mais qui gagne beaucoup en popularité ces dernières années, c'est la normalisation d'entités. J'ai mis des flèches, en vrai, maintenant on fait ça un peu dans le sens qu'on veut, presque, mais c'est l'idée de se dire qu'une fois qu'on a identifié des grandes catégories à nos entités, on peut s'appuyer sur des ontologies notamment, ou des bases de connaissances qui existent un peu partout, surtout dans le domaine biologique ou biomédical, pour chercher vraiment spécifiquement dans ces bases de données, dans ces ontologies, le concept, l'information vraiment la plus proche de la mention dans le texte. Par exemple, je me suis appuyé sur la taxonomie du NCBI, donc des espèces vivantes, pour rattacher mes bactéries vraiment au concept de taxon bactérien précis auquel ils se réfèrent. Donc là, je l'ai montré de façon annotation du texte, mais en fait,
à noter comme ça peut permettre de produire des bases de données, donc comme j'en parlais au début. Donc là, voilà, si je reprends un peu la tâche que je vous ai décrite, on a réussi à extraire des bactéries, à les normaliser, on a trouvé des habitats, on les a normalisés, on a raccroché ça à des ontologies. Et en fait, ça, c'est des choses très appliquées. Donc ça, par exemple, c'est un peu le modèle enfin, c'est complètement le modèle d'ailleurs, de la base de données Florilège que plusieurs biologistes utilisent pour se poser des questions sur justement les phénotypes bactériens, où est-ce qu'on trouve telle bactérie, d'où viennent-elles, etc. Donc dans tout ça, je n'ai pas encore parlé d'apprentissage. Alors on peut se dire, est-ce qu'on a besoin d'apprentissage pour faire ça? À l'origine, non. Personne ne le faisait comme ça en tout cas. Mais depuis quelques années, c'est devenu très populaire. Alors ça arrive dans notre domaine sur 2 points. Et je rejoins ce qui a été dit ce matin. Finalement, des fois, on a l'impression que le cœur, vraiment la difficulté, c'est l'algorithme qui doit faire vraiment la tâche qui nous intéresse. Mais des fois, la représentation des données est beaucoup plus importante, en fait, en tout cas beaucoup plus impactante que le choix d'une méthode en aval. Donc là, je voudrais commencer avec... Ah oui, je voulais pas le montrer pour faire un petit jeu d'abord, mais tant pis. J'aurais pu poser la question. C'est l'idée de la sémantique dispositionnelle, donc qui n'est pas du tout une hypothèse récente, hein, ça date des années 50. L'idée, c'est de se dire, en fait, si je vous avais dit X ronge les os, à quoi vous pensez? Et il y a des chances que vous pensiez à un... Ouais, j'entends plutôt chien, c'est plutôt normal. S'il y a des gens qui ont pensé à autre chose, c'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Et du coup, cette idée, c'est de voir que le contexte donne une information sur les mots, et de là, on peut aller sur une autre conséquence, qui est que s'il y a des mots qui partagent plein de contextes similaires, c'est sans doute qu'ils ont un sens très proche. Donc là, typiquement, voilà ce que je dis. Mon programme, il lit plein de textes et il s'aperçoit que Doberman et Labrador, ça apparaît vraiment avec les mêmes mots dans les phrases. Et donc, il se dit, tiens, Labrador et Doberman, ça doit être un truc similaire. Donc l'idée de ça, de partant de cette hypothèse, c'est de construire, donc il y a eu pas mal de méthodes, surtout depuis 2013, qui sont des méthodes par apprentissage profond. Donc c'est de prendre toutes nos données textuelles, des mots, des expressions, on les passe dans des algorithmes spécialisés pour ça, qui sont non supervisés, donc ça c'est un super avantage, on n'a pas besoin d'annotation humaine, et ça va nous produire des représentations vectorielles denses et plutôt de faible dimension pour représenter nos données textuelles. Et donc ça donne, voilà, en 2D écrasé, ça pourrait donner ce genre de choses. Le truc qui est super intéressant avec ces implémentations, c'est que les mots avec un sens proche ont des vecteurs spatialement proches. Là, par exemple, on voit un petit paquet là-haut, j'arrive pas, on voit pas trop, mais bon, bref, vous voyez toutou, chien avec un S, ça se ressemble, ça a des sens très proches, enfin en tout cas dans ce cas-là. Donc ça a des vecteurs très proches. Labrador et Doberman, c'est des espèces plus spécifiques que chien, donc du coup c'est quand même assez proche. Puis plus loin, en autre partie de l'espace, on a les chats. Donc là, bon, je ne vais pas insister dessus, mais c'est juste la première architecture qui, en 2013, a vraiment submergé le domaine. Tout le monde utilisait ça pendant quelques années, moi y compris. Donc est-ce que c'était vraiment du deep learning? Je ne suis pas sûr, parce que ce n'était pas très deep. Donc l'idée, c'est juste, par rapport à ce que je disais sur l'hypothèse de sémantique distributionnelle, c'est de dire, par exemple, on va mettre un mot en entrée, et on va essayer de deviner les mots de son contexte. On peut le faire dans les deux sens, d'ailleurs. Et la couche cachée au milieu, en fait, c'est ce qui va à la fin, une fois qu'on aura fait ça sur un énorme corpus de texte, genre tout Wikipédia, on va récupérer pour chaque mot qu'on va rentrer en entrée de notre réseau, on va récupérer le vecteur qui est représenté par la couche cachée, et ça va nous donner le vecteur de notre mot. Donc maintenant, si je reviens vraiment à mes tâches d'extraction d'informations, comment ça marche? Souvent, on a des données textuelles en entrée, donc voilà, des mots, des séquences de mots, des mentions, des phrases segmentées, des documents, des fois des ensembles de documents. On va les transformer grâce à nos méthodes là, non supervisées en représentation vectorielle, en ensemble de représentations vectorielles. Et ça, c'est plutôt cool parce que pour les faire rentrer à nouveau dans un algorithme d'apprentissage supervisé, c'est assez naturel. Alors le problème, et ça a déjà été abordé, c'est que avec des méthodes par apprentissage, on a besoin d'exemples d'entraînement du coup. Alors comment on fait pour en produire? Classiquement, on va prendre, nous, dans notre domaine, des données non structurées, donc des corpus de texte. On va demander à des experts, donc moi typiquement ça va être des médecins ou des biologistes, d'annoter eux-mêmes les documents pour produire justement des données structurées. Donc à quoi ça ressemble un petit peu? Ça ressemble à ce genre de choses. Donc ils ont des logiciels, on leur donne ça, et donc ils surlignent en gros les entités d'intérêt avec la bonne catégorie, ils font des relations avec la bonne catégorie de relations entre les entités, etc. Donc ce qu'on a au final, ce que j'appelle les exemples d'entraînement, c'est des données textuelles en entrée et des annotations en sortie qui sont associées à ces données textuelles. Une fois qu'on a ça, comment ça marche? Grosso modo, on va prendre ces données textuelles, on va encore une fois les convertir en données vectorielles, on les met dans un algorithme, alors là je vais parler spécifiquement de réseaux de neurones, qui vont faire une prédiction, on va comparer cette prédiction avec les annotations de l'expert, et on va, ce qu'on appelle rétro-propager, mais en gros ça veut dire on va essayer d'appliquer un correctif aux paramètres de notre algorithme,
pour que à chaque fois, sur les tours suivants, la prédiction soit toujours de plus en plus proche de la notation. Et donc on fait ça plusieurs fois déjà sur les mêmes données, mais on fait ça surtout sur plein de données, et on espère minimiser globalement toutes les erreurs de prédiction. Donc après la prédiction, c'est facile, on prend des nouvelles, cette fois données textuelles, on les transforme en vecteurs, on les fait passer dans notre algorithme qui a été optimisé, et on espère qu'on aura une bonne prédiction. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était juste pour montrer à quoi ça ressemble. Là, typiquement, c'est un algorithme qui date quand même de 5 ans déjà, mais qui est encore un peu interprétable, je trouve, pour faire de la normalisation d'entités. Donc en entrée, on a une mention déjà identifiée comme étant un habitat bactérien, donc c'est Femal Mouse Model with Genital Chlamydia Infection. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. Voilà. Et en sortie, on a des classes de nuontologie des habitats bactériens. Donc voilà, on a une matrice de vecteurs en entrée, ça passe dans des couches successives de types différents. On a une couche de convolution au début, alors après ce qu'on appelle ça couche ou pas, mais du max pooling, une activation, une couche dense et puis un softmax. Donc ils appellent ça shallow d'ailleurs parce que c'est pas très très profond encore non plus, mais ça marchait pas trop mal à l'époque en tout cas. Donc, je vais passer aussi, c'est des interprétations un peu plus des réseaux. Donc quels sont les avantages? Alors les avantages globalement, ne serait-ce là sans rentrer dans le deep learning en particulier, mais de l'apprentissage, c'est que grâce à ce que ça nous apportait en tout cas en sémantique distributionnelle, avec nos représentations distributionnelles, c'est que des entités textuelles avec un sens proche vont être traitées sans doute de façon similaire. Et ça c'est cool parce que voilà, si on est capable de dire que Labrador et Doberman c'est proche, et puis par exemple dans nos données d'entraînement on dit que Labrador c'est un chien, notre machine elle va comprendre très facilement que Doberman aussi sûrement. Alors après, il y a aussi, et finalement, je me dis que j'aurais dû faire carrément une slide sur ça, il y a l'avantage de l'adaptabilité. C'est pas si facile que ça à dire. Donc via les données d'entraînement. Parce qu'il faut voir qu'avant qu'on utilise vraiment ces approches par apprentissage, que ça devienne aussi prépondérant dans le domaine, il fallait souvent des experts qui injectent eux-mêmes la connaissance quelque part dans les méthodes. Or, aujourd'hui, finalement, si on a suffisamment de données de bonne qualité, sur certains problèmes, en tout cas, il y a des chances que notre algorithme, qui a peut-être été déjà testé sur une première tâche, voilà, on change les consignes, on change les données d'entraînement sur une seconde tâche, et on espère qu'il va être aussi performant. Donc ça évite de devoir développer à chaque fois, pour chaque problème, une méthode particulière, hyper spécifique. Alors le désavantage principal, c'est que du coup, oui, c'est dépendant aux données d'entraînement. Alors je pondérerai un petit peu ça quand même, c'est qu'il y a quand même pas mal de travaux pour essayer d'amoindrir ce défaut-là. Alors il y a je m'aperçois que je me suis cité que moi, mais il n'y a pas que moi du tout qui fait ça. Il y a plein de travaux depuis des années sur ça, donc ça peut être de l'augmentation de données ou de l'injection de connaissances ontologiques, donc qui est plus que moi je fais par exemple. Donc là, pareil, Isabelle a déjà été parfaite sur ça, donc je vais passer très vite, mais les histoires d'évolution, d'histoire de l'IA, avec les winters de l'IA, etc. En 2012, un peu ce qui a marqué vraiment le début de la remontada des réseaux de neurones, parce qu'avec AlexNet, donc, qui a été un peu, je pense, qui est arrivé aussi grâce au fait que les GPU de l'époque ont commencé à être un peu plus puissants et à pouvoir supporter ces architectures. Donc on voit que d'une année sur l'autre, on passe, donc là c'est un taux d'erreur, donc plus c'est bas, mieux c'est. Et donc en 2011, sur la compétition de classification d'images, voilà la meilleure méthode à la 26. Et puis en 2012, avec la première architecture là, de réseau de neurones, on a un bond de 10 points en moins. Donc c'est assez incroyable. Et je crois qu'à la suite, c'est que des méthodes neuronales. Alors c'est pas vraiment mon domaine, donc j'insisterai pas dessus. Mais ça a donné un peu le coup d'envoi aussi dans mon domaine, dans le traitement automatique des langues naturelles, avec voilà ce genre de choses. Où en 2014, on n'a que des méthodes non neuronales. Donc en bleu, c'est les méthodes neuronales. En 2016, déjà, voilà, toutes les nouvelles méthodes sont neuronales, et puis on arrive aujourd'hui au leaderboard dans ce moment, et il n'y a même plus une seule méthode non neuronale qui apparaît dans le classement. Alors ça, c'est en traduction, mais là, je remets d'autres choses en traitement automatique des langues. Voilà, c'est des leaderboards sur des tâches très différentes, c'est même pas de l'extraction d'informations, mais il y a du deep learning partout, et c'est vraiment omniprésent. Donc là, on en a parlé aussi longuement dans la journée à plusieurs reprises, mais voilà, AlphaFold aussi, qui tout d'un coup a un bond énorme sur cette tâche-là. Et donc, alors là, voilà, plus dans mon domaine aussi. Ça a eu un impact aussi, parce que là, on en parle ce matin, finalement, tiens, pourquoi, mais le fait que les réseaux de neurones aient eu ces performances-là, ça a aussi poussé les chercheurs à s'y intéresser, finalement. Et là, c'est les 4 conférences, en gros, les plus importantes du domaine du traitement automatique des langues naturelles. Et donc on voit qu'à partir de 2012, il y a eu une croissance assez rapide en articles qui utilisaient le deep learning. Et donc j'ai pas trouvé d'articles plus récents, enfin d'études plus récentes que 2017, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que ça a continué. Et donc on voit qu'en 2017, on était déjà avec 70% des articles qui parlaient grosso modo de deep learning. Donc bref, le bilan de tout ça, c'est que dans mon domaine, en tout cas, les réseaux de neurones sont vraiment partout. On ne peut pas vraiment y échapper de ce côté-là.
Alors je reviens, mais je vais être assez court aussi, je vais peut-être accélérer sur ça, sur l'extraction d'informations donc, que je vous ai présenté avant, mais en fait cette extraction d'informations, on peut la lier alors, à travers la normalisation à des ontologies, mais on peut aussi la guider par des ontologies, ce qu'on appelle l'OBIE. Donc bon, je vais passer un peu rapidement, de toute façon vous avez des cours sur les ontologies encore, donc ils sont calés. Ils font toujours le tuto pizza? Non, ils font plus. Ah, moi c'est peut-être pas plus. C'est moins biologique comme données. Donc voilà, vous avez dû voir ça, des concepts. Donc là, c'est vraiment une définition minimaliste d'une ontologie. On a des concepts avec un identifiant unique, avec des étiquettes différentes, etc. Et puis on a des relations qui peuvent partager entre elles. Donc là, par exemple, la relation de subsumption ISE dit bien que voilà, une tortue, c'est un type plus précis qu'un reptile, et qu'un reptile, c'est un type d'animal. Voilà. On peut avoir des instances aussi pour former des bases de connaissances. Donc voilà, Diego, par exemple, c'est un individu, c'est une tortue, vraiment. Il n'y en a qu'une, comme ça. Et donc c'est un type, enfin c'est une tortue. Donc forcément, des ontologies, ça ne sert pas qu'à l'extraction d'informations. Ça, on en a parlé aussi dans la journée. Il y a plein d'ontologies qui sont développées depuis longtemps dans le domaine biologique, dans le domaine biomédical et dans d'autres domaines, et qui ont d'autres intérêts que de servir juste de référentiel du coup, pour de l'extraction d'informations. Donc là, par exemple, c'est une ontologie sur la modélisation des processus biologiques et biochimiques dans la cellule, enfin, une partie en tout cas. Donc c'est pour dire que ce que je voulais dire sur cette slide-là, c'est qu'en gros, on avait de la chance pour l'extraction d'informations, en tout cas, surtout quand on le fait en domaine biologique ou biomédical. Il y a eu plein d'efforts de personnes pour faire ces ontologies. En fait, on les a à disposition. Et du coup, on peut les utiliser, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les domaines. Et donc, si je reviens avec mon schéma d'extraction d'informations, finalement, si je retire tout ce qui est relié au texte, on se retrouve avec des grands types d'entités, puis des entités plus ou moins fines qui sortent d'ontologie, et puis des relations voilà, entre entités, types d'entités, etc. Donc en fait, si je réorganise ça d'une certaine façon, ça forme déjà une ontologie. Et c'est ça, l'extraction d'informations guidée par une ontologie, c'est de dire qu'on peut représenter l'objectif de ce qu'on demande à notre méthode sous forme ontologique. Donc ça a plein d'avantages aussi, ça permet de partager les modèles, etc. Et donc pour conclure, voilà, là ce que je vous ai montré, c'était qu'on pouvait utiliser donc, des ontologies donc, comme guide d'annotation. Donc là, voilà, par exemple, on a une hiérarchie de concepts. Il y a des concepts E qui sont reliés à R au concept C. Et donc on va s'en servir pour extraire dans des textes automatiquement, annoter nos documents. Et voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Donc là, c'est vraiment plus des perspectives, c'est pas encore des travaux très très aboutis. Mais on peut se dire qu'une fois qu'on a ça, du coup, voilà, on crée notre base de données. Mais en fait, notre méthode, elle va être passée sur des millions peut-être de textes. Pardon. Et donc avant ça, on peut penser, alors je mets des gros guillemets parce que c'est pas vraiment du peuplement d'ontologie, mais en fait, ces trois représentations-là sont un peu similaires. Qu'on annote le texte, qu'on présente ça sous forme de tableau, etc., ou qu'on instancie ça dans des ontologies, c'est à peu près la même information qui est collée quelque part. Mais la question, c'est qu'une fois qu'on fait tourner nos méthodes sur beaucoup de textes, on va annoter, on va extraire beaucoup d'informations. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser toutes ces informations pour automatiquement enrichir une ontologie existante ? Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a fait tourner notre méthode d'extraction d'informations. On a trouvé qu'il y a des trucs qui s'appelaient F dans le texte, qui étaient reliés à des trucs qui s'appellent influenza, mais qu'influenza, c'est un truc qui est de type F. Et finalement, on pourrait dire, mais est-ce que F, en fait, plutôt que de représenter une instance, ça ne représenterait pas un nouveau concept plus spécifique de type C ? Et donc ça, c'est un travail qui, juste à l'heure actuelle, en fait, existe déjà, mais c'est fait par des humains. C'est pas encore du tout automatisé. Et là où ça me passionne vraiment, c'est que je me dis que si on est capable de faire ce genre de choses avec une certaine performance, alors qu'est-ce qui nous empêche de commencer à boucler ? C'est-à-dire de dire, voilà, on prend une ontologie, on l'utilise pour extraire dans du texte des informations, on enrichit l'ontologie, donc on a une ontologie enrichie, on va la réutiliser pour mieux annoter du texte, etc. Et on boucle. Et donc ça ressemble à une forme d'apprentissage qui, moi, je pense, est un apprentissage du coup qui serait très hybride pour le coup entre représentation de connaissances et méthode de statistique type neuronale. Donc avec une sorte de mémoire à long terme finalement. Et donc ça me passionne un peu parce que peut-être que ça sera des IA beaucoup plus intelligentes. On pourra peut-être dire ça un peu plus à ce moment-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je laisse. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions déjà ou pas ? Ouais, vas-y, serre-toi. Non. Est-ce qu'il y a des questions du coup ? Non. Ah si, du coup, Cérine, tout devant.
En bas. Oui, donc j'avais une question en fait sur ta dernière diapo. Est-ce qu'on ne peut pas extrapoler plus loin en proposant que si tu arrives à nourrir suffisamment et à construire de façon suffisamment précise ton ontologie, tu puisses l'exporter typiquement sur un autre texte dans un autre domaine? C'est-à-dire que si tu arrives à déterminer pour des termes, par exemple en biologie, une certaine structure de réseau et de causalité entre les termes, est-ce que tu ne pourrais pas, après, prendre un autre document et te dire, bon, celui-là, je n'ai pas entraîné dessus, mais finalement, l'utilisation de l'ontologie et la structure des interactions entre les mots me permettrait éventuellement d'annoter mon document beaucoup plus rapidement. Si, je pense que c'est le but d'ailleurs. Hein. Quand on a une ontologie, des fois on en utilise certaines qui ont été développées vraiment pour faire de la notation de texte, mais c'est pas le cas majoritaire en fait. On va utiliser déjà des ontologies de façon assez, c'est censé représenter la connaissance d'un domaine, donc elle est assez agnostique du texte en fait sur lequel on l'utilise normalement. J'entends. Donc effectivement, si on arrive à sortir, extraire d'un type de document des informations en le plaçant sur d'autres textes, sans doute que on espère que la connaissance qui a été extraite, enrichie en quelque sorte, puisse être utilisée de façon aussi agnostique sur d'autres documents où cette information n'a pas été présente, ou elle va permettre peut-être d'être un peu plus performante sur certains points. Ouais, je l'espère en tout cas. Parce que après, effectivement, il faut être honnête. Pourquoi c'est abordé un peu cette question déjà, mais avec quand même beaucoup de limitations. Et je trouve des succès assez limités quand même. Par exemple, les gens vont se concentrer sur un mot. Alors que si on prenait une gène ontologie, je ne sais plus, mais la moyenne du nombre de mots par label de concept, elle est assez importante. Et donc voilà, bon, bref, genre de limitation. Tout ça pour dire que ça marche pas super bien et que sans doute si on fait ça sur un corpus de texte, on va se retrouver avec des connaissances très très spécifiques au texte effectivement. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut réussir à couper un moment et dire non, cette connaissance-là, elle est pas générique, elle est pas intéressante pour ce que je veux apprendre quoi. Oui. Question, Céline. Oh ouais, désolé. Est-ce que vous, après avoir fait les réseaux de neurones et tout, vous avez testé ce genre d'IA sur des textes où il y avait du cynisme, du second degré ou comme ça? Je me demande comment ça peut réagir et si on peut avoir aussi des sorties qui peuvent être un peu particulières. Alors, ça, c'est une très bonne question aussi, parce que effectivement, alors je triche un peu là. Le Graal, en gros, dans le domaine, c'est de faire une méthode qui, effectivement, vous le mettez, voilà, vous dites, extrais-moi des animaux, ok, il fait, puis après, tu dis non, extrais-moi les bactéries, il fait avec une même performance. Mais en fait, il y a plein de variations et typiquement le type de texte va beaucoup jouer. Donc si là, voilà, moi je vais travailler sur des publications scientifiques, on trouve peu d'ironie dans les publications scientifiques. C'est fortement triste. Pas trop d'humour dedans. Et effectivement, l'ironie est un problème très difficile. Donc moi, c'est pas du tout ma spécialité. Donc j'en parle, mais je sais que c'est difficile en tout cas. Donc effectivement, de dire qu'une IA, tout d'un coup, la mienne, qui a été utilisée sur des documents scientifiques, elle va résoudre l'ironie, non, moi j'y crois absolument pas. Si on utilise mes méthodes à l'heure actuelle, elles vont pas résoudre l'ironie. Enfin, j'ai du mal à croire, à moins qu'il y ait vraiment une formation spécifique qui est toujours ironique, par exemple, qu'il arriverait à comprendre. Donc c'est pas impossible non plus, mais ça me semble pas être spécifique pour ça. Donc maintenant, les modèles évoluent. Là, il n'y a pas longtemps, on a sorti une méthode qui s'appelle, enfin pas nous, hein, dans le monde, je veux dire, la communauté de recherche, une méthode qui s'appelle GPT-3. Alors c'est un monstre de paramètres, je ne sais plus combien de milliards, il y a de trucs dedans, c'est énorme. Et a priori, ça arrive à modéliser la langue de façon assez incroyable, quoi. Il y a sûrement des grosses limites, hein, mais et peut-être que ces modèles-là commencent à être assez agnostiques du type de document, par exemple. Mais bon, j'y crois pas trop, quoi. Je pense quand même que selon l'endroit où ça a été spécialisé, notamment sur les textes, des fils Twitter, par exemple, pour avoir de l'ironie, des fautes d'orthographe, toujours spécifiquement, ou des choses comme Wikipédia, des articles scientifiques, où la langue va être beaucoup plus moins ambiguë, je dirais quelque part. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. C'est pas pour demain non plus. Sans aller jusqu'à l'ironie, si dans un texte on va avoir par exemple des changements de langue ou alors juste certains mots vont pas tout à fait avoir le même sens en fonction du contexte, on n'arrive pas au niveau de l'ironie, mais
Est-ce que ce type d'analyse peut être aussi précise que ça? Alors oui, par contre, on a quand même progressé un peu sur ça. Typiquement, je sais pas, je prends l'exemple si je comprends bien l'exemple, mais le mot avocat, voilà, selon qu'on va être dans un contexte juridique ou un contexte maraîcher, ça va pas être la même chose, effectivement. Et ça, finalement, on a réussi à peu près, on arrive aujourd'hui avec les dernières méthodes, ce que je parlais de méthode distributionnelle, là, de représenter sous forme de vecteur. Maintenant, quand on va construire un vecteur, on construit pas un vecteur pour un mot, on construit un vecteur pour un mot dans un contexte particulier. Donc avocat dans tel contexte, il va avoir une représentation, et avocat dans tel autre contexte aura une autre représentation, et théoriquement, elles seront différentes. Il y en a une qui sera dans le coin des trucs juridiques et un autre qui sera dans le coin des trucs maraîchers. Et je propose le cas chiant, mais mettons que ce soit un maraîcher qui fait des avocats, qui fait appel à un avocat. Du coup, on a les deux contextes dans le même texte. Comment est-ce qu'il arrive à aller aussi loin? Là, est-ce qu'il va y arriver ou là, ça va Il y a toujours des problèmes. J'avais des slides annexes au pire pour parler justement de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir dans le langage. C'est une donnée très complexe et il y a des choses qui effectivement. Moi, j'annote des documents des fois et il y a des fois j'ai pas la réponse, quoi. Je me dis d'attendre qu'une machine le fasse mieux que moi. J'y crois pas trop, mais là pour le coup dans les contextes, souvent le contexte il va quand même être assez local, quoi. Voilà, on dit un chien ronge un os, c'est un mauvais exemple du coup, mais si le maraîcher, si je reprends ça, il dit qu'il vend des avocats, bon, peut-être après. Il y a pas longtemps, j'avais un journaliste qui me disait un exemple, c'était genre mon voisin a un chien et il aboie tout le temps. Et il disait, ça c'est de la résolution de coréférence. Il, à quoi ça se réfère? Au chien, au voisin? Nous, en tant qu'humains, on se dit, c'est sans doute le chien. Mais il me disait, mais oui, mais finalement, si c'est ironique, ça pourrait être le voisin. Je fais peut-être. Donc là, c'est des difficultés après très très fines. Après, il faut voir, selon vraiment la tâche à laquelle on se pose, il y a des détections d'émotions, des détections d'ironie, etc. C'est des tâches qui sont très difficiles, effectivement. Maintenant, il y a des cas, voilà, dans mon domaine, c'est des cas qui vont être très très rares finalement, et dans les contextes plus, moins piégeurs, ça marche déjà plutôt pas trop mal. Ouais. Okay. Et est-ce que Oui, il y a une question. J'avais une autre question aussi, c'est en fonction des langues, les phrases sont pas forcément toujours structurées de la même manière. En chinois, en français, en anglais, il y a déjà des changements. Est-ce que le logiciel, l'IA s'adapte elle-même et en déduit, ou est-ce qu'il faut qu'on lui donne en fait parfois des aides ou une structure de phrase initiale? Pareil, oui, ça va dépendre. J'ai envie de dire, c'est un problème difficile. Il y a des gens qui l'abordent. Typiquement, les modèles là, que je disais, pareil, distributionnels, de représenter des mots, on va dire, par des vecteurs, pour faire simple. Il y a des gens qui ont fait des modèles multilingues. Donc, on rentre un caractère chinois, il y aura une représentation vectorielle. On rentre un caractère en anglais ou en français, il y aura une représentation. Et si ça se réfère à un concept qui est similaire, ils vont être représentés dans un même espace de façon à être à proximité. Alors, il y a plein de choses très difficiles en traduction. Encore une fois, c'est pas mon domaine, mais par exemple, je sais qu'en japonais, il y a une dizaine de façons de dire, d'exprimer le riz, par exemple. Alors qu'en français, c'est plus compliqué, donc c'est difficile d'aligner ça dans des mêmes espaces. Mais il y a des approches multilingues même. Après, effectivement, ça va être les données d'entraînement ou les connaissances. On a des méthodes qui vont être spécialisées dans une langue. Moi, c'est un peu ce que je fais pour l'instant. C'est dans des catégories de langues. Des fois, c'est pas une seule langue, mais typiquement dans les langues indo-européennes, si je me trompe pas, je dis peut-être des bêtises, je suis pas linguiste non plus, mais en gros, on a la syntaxe qu'on peut exprimer de façon un peu similaire avec des dépendances syntaxiques, des types syntaxiques assez proches. Et ça va dépendre de la langue. Ça ne va pas du tout être la même si on est dans une langue chinoise, effectivement. Mais voilà, si on reste sur un document, un texte, peut-être qu'avec des données d'entraînement différentes, des méthodes de représentation distributionnelle différentes, peut-être des ontologies, par exemple, qui seraient à côté, qui seraient dans la langue cible. Normalement, voilà, il n'y a pas de langue. En fait, la vraie limite pour les langues, c'est justement le manque de données. Il y a des langues qui sont peu dotées. Du coup, on a peu d'algorithmes qui ont été entraînés parce qu'il y a peu de corpus en fait dans ces langues-là. Il y a peu de gens qui bossent dessus, donc on produit des annotations. Alors que voilà, en anglais, par exemple, on en a des tonnes. Donc la limite est un peu là. Donc ça reste un problème difficile, mais il y a des gens qui abordent ça et qui essayent de plus en plus d'avancer. Merci. Il y a une question de Vivian qui demande: ce genre d'IA est connecté à des bases de données ontologiques, genre, il prend l'exemple de NCBI et d'OLS, et est-ce que ça suivrait les mises à jour de
ceci. Alors là, c'est technique. J'imagine que oui, on peut pointer sur une ontologie qui serait mise à jour en ligne et de dire à chaque fois que il y a une mise à jour, l'IA refait une passe, par exemple. Mais enfin, je vois pas l'impossibilité technique que ça serait de le faire, oui, en tout cas. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, peut-être? Ok. Merci beaucoup. Moi, je peux toujours, hein, Ah, bah, vas-y, En vrai, vas-y, je pense qu'on va- je t'en prie. Je ne sais dernière, pas si ça sort un petit peu du domaine ou pas, mais est-ce que ce genre d'analyse peut être appliqué à des papiers manuscrits au niveau de la détection? Est-ce qu'il peut gérer en plus les variations d'écriture? Alors là, j'ai le cas justement sur un projet clinique sur donc des données qui sont des comptes rendus, par exemple, de médecins, etc. Donc de plus en plus, ils essayent de numériser les choses, mais effectivement, c'est un problème. C'est tout ce qui faisait partie de la préparation du corpus. Donc il y a la reconnaissance des caractères, par exemple, mais c'est pas le seul problème. Des fois, juste dans un fichier PDF, savoir où s'arrête une phrase, c'est compliqué. Et donc ouais, c'est une autre étape. Alors on a souvent approché l'extraction d'informations comme une séquence de méthodes. Donc voilà, on reconnaît les caractères, puis après on va faire telle étape, puis après on va faire telle étape. De plus en plus, on a tendance à les fusionner en même temps. Mais pour l'instant, la reconnaissance de caractères, elle est assez en amont et ça a l'air de pas trop mal marcher de ce que j'en connais. Moi, encore une fois, je travaille surtout sur des publications scientifiques, donc le texte est plutôt déjà très bien structuré. Voilà, PubMed, on peut exporter la base de données, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, j'ai pu travailler dessus. Donc, on a vraiment une séparation, on sait où est le titre, on sait où sont tels caractères, on connaît la liste des caractères. Donc, de ce côté-là, c'est un peu plus facile. Il y a d'autres experts, sans doute, qui travaillent sur cette autre partie en amont. Effectivement, qui a priori a eu des grandes avancées aussi ces derniers temps, mais qui sans doute a ses difficultés encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Je m'arrête, promis. Merci.